Et il commence donc ce mercredi. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. D'abord, dans quelles conditions l'attentat de Grand Bassam a-t-il eu lieu? Il faut rappeler que c'était une période clé pour Al-Qaïda au Maghreb islamique à cette époque-là. Donc on est le 13 mars 2016, comme vous l'avez très bien rappelé, premier attentat du genre en Côte d'Ivoire. Mais quand on connaît ce qui s'articulait au sein même de la mouvance djihadiste, et là on voit les trois kamikazes, donc il y avait deux Peuls et un Ivoirien, qui ont commis cet acte-là. Et quand on connaît ce qui s'articulait au sein même de l'enfance djihadiste, on comprend que c'était très important. On est à quelques mois après la friction au sein même des Mourabitoun, et Abou Walid avait rejoint l'État islamique. Et on est à un moment clé où Mokhtar Belmokhtar, qui a été tué depuis en 2017, est retourné dans le giron d'Al-Qaïda. Et ça, c'est très important, parce que cette opération était une opération commune qui venait juste après l'opération de Ouagadougou, où on avait acté le fait que AQMI descend plus dans le sud, ce qui était un souhait de Mokhtar Belmokhtar, et ce qu'il avait éloigné d'Al-Qaïda à l'époque. Donc le fait qu'ils rejoignent leurs forces pour faire le premier attentat de Ouaga, puis l'attentat de Grand Bassam, c'était un marqueur dans le temps très important pour Al-Qaïda en soi et pour ce qui se réjageait avec l'implantation, on va dire, de l'État islamique sur zone. Il faut rappeler qu'avant, il y a eu l'attentat de Ouaga, donc l'hôtel Splendide, janvier 2016. Puis il y a eu l'attentat à Ouaga aussi de Aziz Istanbul en 2017, jamais revendiqué, parce qu'il y a eu des morts que AQMI ne souhaitait pas tuer. Donc, ils ont décidé de jamais revendiquer, même si on sait que c'est eux qui sont responsables. Et puis, il y a eu l'attentat de Ouaga en 2018 contre l'état-major et l'ambassade française. Mais le marqueur vraiment dans le temps de cette descente dans le sud, donc le souhait d'Ortal Belmokhtar, qui est mort depuis, était l'attentat et l'attaque du Grand Bassam. De Grand Bassam. En tout cas, depuis cet attentat, il y a eu d'autres attaques djihadistes en Côte d'Ivoire. La plus sanglante, c'est celle de Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso. C'était en juin 2020. À l'époque, 14 soldats ivoiriens avaient été tués. Et pour France 24, Alan Ferjani et Samuel Bernard avaient pu accompagner des patrouilles de surveillance et rencontrer les habitants dans cette zone, dans cette région frontalière. Les Peuls assurent faire l'objet d'une surveillance particulière et dénoncent des traitements discriminatoires. Je vous propose de regarder un extrait du reporter. C'est la zone la plus risquée. Voilà. Donc quand il y a susceptible d'attaque au niveau de Kafolo, de cette zone-là jusqu'à un deuxième point particulier, elle est susceptible de tomber sur les embuscades. Donc tout ce qui est point particulier, on va en mode sûreté. C'est la première fois en 2 ans que l'armée autorise les médias internationaux à assister à une de ces opérations antiterroristes au nord. Officiellement, les autorités ont repris le contrôle de la zone, mais les éléments de langage répétés par le lieutenant Kambal ont du mal à convaincre. Comme on le dit, le risque est toujours élevé, mais on fait avec. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes entraînés pour. Puis bon, on essaie de faire notre mission comme il le faut et de mettre la population en confiance. Les renforts continuent à arriver dans la zone, déjà forte de 4000 hommes, car malgré l'accalmie, cette région proche d'une bande sahélienne en proie au terrorisme reste vulnérable. C'est le cas du village de Kafolo, théâtre de la première attaque djihadiste dans la région. Tout bascule dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, lorsque les habitants du village sont réveillés par des tirs. C'est ici. Paterne se souvient de cette nuit-là. L'impact des balles, du sang, tout est là. Mais moi personnellement, je ne suis pas arrivé ici. Moi, je travaille à la ferme. Chaque matin, je passe ici pendant la ferme. Donc, vraiment, venir voir des corps des gens, il n'y a pas pu le faire. Ces corps sont ceux de 14 militaires burkinabés et ivoiriens. Le dernier vestige de cet assaut, l'empreinte d'un préfabriqué en bois tout récemment retiré. Cette attaque est considérée comme des représailles à une opération militaire conjointe pour déloger des djihadistes installés dans la zone. Un coup dur pour la Côte d'Ivoire, 4 ans après l'attentat meurtrier de Grand Bassam. Voilà pour cet extrait de reporter signé d'Alan Ferjani et Samuel Bernard. On l'a bien compris, là Wassim, la menace djihadiste, elle se concentre dans le nord de la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que tout est interconnecté entre Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Il faut rappeler aussi, par exemple, un des premiers suspects ou la tête pensante des attentats du Grand Bassam, c'est Mimi Ould Bana Ould Cher, qui est détenu aujourd'hui à Bamako, tel que dévoilé par notre confrère Lemine Ould
de Salem en décembre 2020, donc après la libération de Sophie Petronin et feu Soumaïla Cissé. Et il faisait partie d'une négociation avec les djihadistes qui a ralenti le processus de libération. Les djihadistes voulaient le voir sortir. Il est resté en prison parce que les Américains aussi l'accusent du meurtre d'un ressortissant américain pendant l'attentat du Splendide dont on parlait tout à l'heure. Et c'est important aussi parce que pendant cette séquence de libération de djihadistes, d'autres djihadistes ont été libérés, dont des figures qui étaient actives à Sikasso, donc libérées en octobre 2020, donc des djihadistes originaires de la région de Sikasso qui se trouvent ici, on la voit sur la carte, et qui contribuent aujourd'hui à la réimplantation, à la consolidation du moins, d'Al-Qaïda sur la frontière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc on voit là sur la carte toutes les implantations qui ont eu lieu cet été. Donc ce sont des campements, une vingtaine de campements ou de camps qui bougent mais qui sont là, sans activité accrue djihadiste, mais de l'entraînement et de l'implantation. On sait que évidemment la dernière altercation importante, comme vous l'avez très bien rappelé, avec les armées de Côte d'Ivoire, c'était en juin 2020, et depuis il n'y a pas eu d'altercation. Il faut rappeler aussi que cette altercation a eu lieu après l'opération Comoé, qui a été conduite par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en mai 2020. Donc c'était une sorte de représailles. Donc toute cette région est interconnectée. Et aujourd'hui, cette expansion, on va dire, ou cette consolidation d'Al-Qaïda dans cette zone frontalière n'a pas d'entrave, j'ai envie de dire. Parce que personne ne s'en préoccupe. L'armée malienne ne s'occupe pas de cette région. Les mercenaires de Wagner sont dans le centre pour les succès qu'on leur connaît. Et s'il y a un risque de déstabilisation régionale, c'est de cette région-là qui va venir, parce qu'on va jusqu'à la frontière avec le Sénégal. Et puis il y a les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui ne sont pas au beau fixe. Voilà, qui ne sont pas au beau fixe, donc ce qui évidemment aussi contribue à la détérioration de la situation. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un état des lieux dans le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Merci beaucoup pour ces éléments, Wassim Nasr. Voilà donc pour l'ouverture de ce procès de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire.